Imaginez, une entreprise sur le point de couler, un jeu vidéo oublié dans des entrepôts et un designer sans expérience qui va créer par accident l'icône la plus connue de toute l'histoire du jeu vidéo. Avant de commencer cette vidéo, faisons un jeu. Prenez ces 3 personnages, d'après vous, lequel a sauvé Nintendo? Rappelez-vous de votre choix, vous aurez la réponse au cours de la vidéo. En 1980, Nintendo est en pleine mutation. Fondée en 1889, l'entreprise a longtemps été connue pour ses cartes à jouer Hanafuda. C'est seulement dans les années 60 et 70, sous l'impulsion d'Hiroshi Yamauchi, que Nintendo commence à se diversifier. Yamauchi, le patron visionnaire de Nintendo, sent que l'avenir passe par les jeux d'arcade, un secteur en plein boom depuis le succès de Space Invader. À cette époque, des Game & Watch, créés par Gunpei Yokoi, commencent à trouver leur public. Mais Yamauchi en veut plus. Il vise l'international. Et pour ça, il fonde une filiale américaine. En 1980, Minoru Arakawa, le gendre de Yamauchi, est envoyé aux États-Unis pour ouvrir Nintendo of America, à Seattle. Il commence avec seulement quelques employés, un petit bureau et un entrepôt. Pour se faire une place dans le marché américain, Arakawa mise sur un shoot'em up développé au Japon, Radarscope. Visuellement, le jeu est dynamique, avec une perspective pseudo 3D qui se démarque. Le gameplay, lui, est proche de Galaxian. Il s'agit d'abattre des vagues d'ennemis depuis le bas de l'écran. Au Japon, le jeu marche relativement bien. Confiant, Arakawa commande près de 3000 bornes d'arcade. Une décision risquée, mais nécessaire pour s'imposer sur le marché US. Quand les bornes arrivent enfin aux États-Unis, après des semaines de transport en bateau, c'est la douche froide. Radarscope ne plaît pas. Les joueurs américains sont déjà passés à autre chose. L'esthétique du jeu paraît datée, le gameplay trop classique, sans nouveauté. Résultat, moins d'un tiers des bornes sont vendues. Le reste s'accumule dans l'entrepôt de Nintendo of America qui commence à manquer cruellement d'argent. Arakawa ne peut même plus payer le loyer. Il se retrouve à appeler Yamauchi, au Japon, presque en panique. Il lui faut une idée, et vite. Plutôt que de fermer la filiale, Yamauchi tente un coup de poker. Il propose de réutiliser les bornes de Radarscope en les reprogrammant avec un tout nouveau jeu. Pour cela, il choisit un employé encore inconnu du grand public, Shigeru Miyamoto. Un jeune designer embauché 2 ans plus tôt pour dessiner des boîtes de jouets, passionné de dessin et de narration. Miyamoto n'a jamais dirigé le développement d'un jeu, mais il a des idées. Au départ, il veut adapter Popeye, avec l'idée d'un héros, d'une demoiselle en détresse et d'un rival costaud. Mais Nintendo ne possède pas les droits. Il crée alors ses propres personnages. Pour le héros, il créera un petit charpentier moustachu, nommé Jumpman. Pour la demoiselle en détresse, ça sera Pauline, premier personnage féminin identifiable dans le jeu vidéo. Et enfin, pour le grand rival, Donkey Kong. Donkey Kong n'est pas un jeu de tir. Ce n'est pas non plus un jeu de réflexion, c'est le tout premier platformer narratif. Le joueur incarne un personnage avec un objectif, des obstacles physiques et une progression visuelle. Le gameplay est simple, mais novateur. Sauter par-dessus des tonneaux, éviter des pièges et grimper jusqu'au sommet. L'univers a du charme, les personnages ont du caractère et surtout, les gens s'en souviennent. Le nom de Donkey Kong, quant à lui, semble maladroit et peut-être même mal choisi. S'agit-il d'une erreur de traduction ou d'un jeu de mots volontaire? L'origine de ce nom continue à faire débat. Le célèbre développeur de Nintendo aurait-il confondu Donkey et Monkey? Il semble plutôt qu'il ait volontairement choisi ce mot afin de souligner le caractère têtu et un peu idiot du personnage. En juillet 1981, les bornes de Donkey Kong modifiées à partir de Radarscope commencent à arriver dans les salles d'arcade américaines. Et là, c'est un raz-de-marée. Les joueurs adorent, les ventes explosent, les distributeurs en redemandent. En quelques mois, Nintendo of America rembourse ses dettes et fait des bénéfices colossaux. En un an, Donkey Kong a rapporté plus de 180 millions de dollars rien qu'en Amérique du Nord. C'est la naissance d'un empire. En 1982, Nintendo est attaqué en justice par Universal Studios. Leur accusation ? Donkey Kong serait une copie illégale de King Kong.
l'affaire semble perdue d'avance jusqu'à ce qu'entre en scène un célèbre avocat du nom de John Kirby. Kirby découvre qu'Universal n'a pas l'exclusivité des droits sur King Kong et Nintendo gagne le procès. Et oui, Kirby a bien sauvé Nintendo. D'ailleurs, pour le remercier, Yamauchi offre à Kirby un yacht nommé Donkey Kong. Et plus tard, Nintendo donnera son nom à un personnage iconique, celui de toute une licence, la licence Kirby. Le héros du jeu, qui s'appelle donc Jumpman pour l'instant sur la borne de Donkey Kong, va voir son nom changer par la suite. En effet, une célèbre anecdote tourne dans le monde du jeu vidéo, où le propriétaire des locaux de Nintendo of America, Mario Segal, est venu réclamer son loyer impayé. Inspiré par cet homme imposant et colérique, les employés décident de baptiser leur personnage en son honneur, Mario. Donkey Kong lui aussi devient une franchise de jeu à succès, avec un univers qui se développe de plus en plus, offrant d'autres personnages tout autant iconiques, comme Diddy Kong ou King K. Rool. Quant à Pauline, elle repasse sur le devant de la scène dans Mario Odyssey, où elle passe de demoiselle en détresse à chanteuse de jazz. Effectivement, dans l'un des niveaux finaux de Mario Odyssey, on retourne aux origines de Nintendo. Mario redevient un personnage en pixel 2D, tandis que Donkey Kong, lui, lance ses célèbres tonneaux. Le tout accompagné par la voix de Pauline qui chante au loin. La boucle est bouclée. Alors, que peut-on tirer de cette histoire ? Donkey Kong, ce jeu né dans l'urgence, a tout changé. Il lance la carrière de Miyamoto, qui créera ensuite Zelda, Pikmin et d'autres licences mémorables. Il donne aussi naissance à Mario, qui deviendra l'icône du jeu vidéo mondial. Et plus important, il place Nintendo à la tête du marché vidéoludique. Sans l'échec de Radarscope, sans l'audace de Yamauchi et sans la créativité de Miyamoto, Nintendo ne serait peut-être qu'une vieille entreprise de jouets. Parfois, il faut une claque monumentale pour créer quelque chose de grand. Et si Radarscope avait marché, il n'y aurait jamais eu de Donkey Kong, jamais eu de Mario, et sûrement jamais eu de Nintendo. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Pense à t'abonner pour soutenir la chaîne, et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. C'était Crunchy Game Story, à la prochaine.